Bonjour à toutes et à tous, je pense qu'on va commencer. Les marathoniens du congrès, la troisième jour, je sais pas, je n'ai pas calculé combien de présentations on a déjà tous écouté. Moi je préfère parler d'ici parce que je trouve que d'être derrière là, donc j'espère que tout le monde pourra m'entendre, n'hésitez pas à me faire signe. Je m'appelle Sabine Lagardère, je suis thérapeute familiale d'approche systémique. J'ai été formée à l'Université de Paris 8 et à l'Institut d'études systémiques à Bordeaux, avec Jean-Paul Munier. Et je suis installée en cabinet libéral dans les Landes, dans de Lyon, en fait, dans un petit village rural, à Saint-Martin-de-Hins, et sur la côte à Cabreton. Tout le monde parle français d'ailleurs. On parle français. D'ailleurs, dans la zone rurale, ça m'a fait beaucoup penser, pour ceux qui ont vu hier sur l'interculturalité, les questions de loyauté familiale, de difficultés au changement. J'étais tout à fait dedans, hein, la situation, par exemple, de la personne indienne qu'on a vue hier. Moi, je me suis dit, tiens, c'est aussi comme ça chez moi, en zone rurale, dans les Landes. Je suis très heureuse de pouvoir partager avec vous mon expérience aujourd'hui. L'idée, c'est que je fasse une présentation qui dure environ 20 minutes, autour surtout de 3 situations cliniques, et que l'on puisse ensemble, après, discuter, échanger. J'apprécie l'ironie d'être dans la salle du conseil, parce que moi je dis toujours à mes clients, patients, que je ne donne pas de conseils. Parfois il y a des personnes qui me demandent par exemple de thérapie de couple, à la fin de la première séance, vous en pensez quoi, il faut faire quoi? Et je dis non, je ne donne pas de conseils, mais aujourd'hui je suis dans la salle du conseil. Alors, je travaille en libéral avec une psychologue clinicienne. Au départ c'était juste un partage de cabinet. Et petit à petit, on a développé la façon de travailler ensemble. Et donc, c'est pour ça que je vais vous parler de ces passerelles entre elle et moi. Chez nous, donc, dans les Landes, l'entrée sur la consultation, c'est souvent une référence qui a eu lieu. Et c'est souvent d'abord vers la psychologue. Hein, ça peut être, donc, par exemple, je vais vous parler de la situation d'Heidi, où c'est une maîtresse qui a trouvé que la petite de 9 ans, son élève, avait un comportement difficile et a signalé ça à la famille. Donc c'est souvent ça l'entrée. Et à partir de là, ça va être comment elle va pouvoir peut-être identifier que ce n'est pas forcément indiqué une thérapie individuelle, mais une thérapie familiale. Donc voilà, ça c'est nous deux devant notre porte, avec Marion Gobert, qui est aussi thérapeute EMDR. Quand les gens s'adressent à nous, et surtout à elle, il y a un petit peu cette idée de, par exemple, là avec Heidi, il y a un problème avec ma fille, je voudrais vous la faire voir. Donc voilà, il faudrait qu'on voit son enfant. Et moi, ça me fait un petit peu penser à quand on arrive avec sa voiture chez le garagiste et qu'on dit elle fait un bruit. Il y a un truc qui ne va pas, vous pourriez regarder et savoir si vous pourriez réparer ça. C'est vrai, quand on arrive chez le garagiste, si on a un garagiste de confiance, il peut éventuellement vous dire mais non, il y a un petit machin qui est mal réglé, vous le réparez. Si vous avez un garagiste que vous ne connaissez pas, il peut vous dire oui, c'est tout le moteur qu'il faut changer. Mais il y a aussi un garagiste qui peut vous dire, mais finalement, c'est peut-être votre façon de conduire qui ne va pas. Et donc là, la psychologue clinicienne, elle va peu à peu amener les personnes peut-être à dire, bon, si elle a rencontré l'enfant, il n'y a pas de difficulté particulière pour cet enfant, mais peut-être il y a des difficultés au sein de la famille, des difficultés relationnelles. Et donc, elle va inviter la famille à venir en thérapie familiale. Et là, forcément, c'est différent. Parce que nous, on est dans un cabinet où il y a des médecins, des dentistes, des kinés. Donc, quand on va juste à la porte à côté chez le médecin, on entre, on assoit l'enfant sur le siège et on explique le symptôme de l'enfant. Et le médecin est chargé de comprendre qu'est-ce que c'est que ce symptôme et comment on va soigner, avec quel médicament, avec quelle bonne pratique on peut soigner. Quand ma collègue explique à une famille que finalement, qu'elles font partie du système, du problème, c'est plus difficile pour eux. Hein. Il faut vraiment qu'elle ait aussi beaucoup d'habilité à échanger avec eux pour leur faire comprendre que ce problème, c'est peut-être pas un problème isolé, qu'il y a peut-être des choses qui se passent dans la relation et qu'il faut y avoir une approche systémique et relationnelle. Donc, accepter pour la personne d'être non plus la personne qui
accompagne, mais qui est également accompagné. Donc, pour illustrer ça, je voulais d'abord vous présenter. Donc, la question, c'est, je ne sais pas si vous connaissez beaucoup Robert Neuburger, donc, qui a développé ça dans l'autre demande en 2003. Donc, ces trois questions importantes, c'est quel est le symptôme, qui souffre et qui allègue la demande. Si à ces trois questions, vous avez trois réponses différentes, c'est probablement qu'il y a une indication de thérapie familiale. Donc, je vais vous parler d'Heidi. Heidi, elle a 9 ans, elle est en primaire. Et puis, à l'école, elle se bat beaucoup avec ses camarades, elle dit des gros mots, elle a un comportement inadapté. À la maison, c'est la même chose, elle dit vraiment des gros mots à ses parents, elle a ce comportement inadapté. Donc, la première personne qui trouve que quand même ça fait trop et qui allègue la demande, c'est donc l'institutrice. Qui porte le symptôme? Vous avez compris, c'est Heidi. Et qui souffre le plus, ça va être la mère qui va souffrir beaucoup de cette situation. Et donc cette mère va prendre contact sur le conseil de la maîtresse avec la psychologue. La psychologue va rencontrer la mère et l'enfant, va s'apercevoir que l'enfant, voilà, mais que peut-être il y a une indication de thérapie familiale, et donc va m'envoyer la famille. Alors je vais avoir cette mère au téléphone qui va me dire qu'effectivement sa fille a une telle attitude qu'elle va faire exploser la famille. Donc je propose à la mère de venir avec monsieur, oui, avec le papa, et avec l'autre enfant qui habite sous le même toit. Donc ils vont venir tous les quatre en consultation. Donc ça c'est le setting. Vous remarquez le long de mon PowerPoint, j'ai utilisé des marionnettes. Et si j'utilise ces marionnettes, c'est parce que justement mon travail, c'est que les personnes arrêtent de se sentir agies par un symptôme, agies par un problème, et qu'ils puissent reprendre le cours de leur propre vie, leur liberté de choix, et devenir acteurs de leur vie. Donc, à la fois parce que je ne peux pas vous mettre des photos de mes consultants, mais également pour cette idée quand un problème agit une famille, c'est pour ça qu'ils viennent nous voir, c'est qu'ils essaient de trouver une solution par eux-mêmes, ils n'y arrivent pas, et à un moment donné, ils peuvent faire appel à l'extérieur. Donc ils vont venir tous les quatre en consultation, cette consultation va me permettre d'identifier que le plus souffrant, le plus en difficulté dans la famille, c'est monsieur. On va évoquer des choses, je vais sentir que vraiment il y a une grosse émotion qui arrive, qu'il a des difficultés, et qu'il n'a probablement pas pu parler de ses difficultés. Donc je vais remercier les enfants, je vais en particulier remercier Heidi de m'avoir amené ses parents en consultation, et je vais lui recommander de retourner tranquillement à l'école, faire sa vie d'élève, c'est-à-dire apprendre, jouer, se réjouir avec son petit frère aussi, et qu'elle ne s'inquiète pas parce que je vais m'occuper des parents et qu'elle a déjà des parents qui ont beaucoup de ressources puisqu'ils sont déjà venus en consultation. Donc je vais reprendre bien sûr avec l'accord de monsieur et madame une consultation avec le couple. C'est toujours pas facile pour madame qui à chaque fois dit mais vous êtes sûr quand vous avez bien compris que le problème c'était Heidi. Je dis ne vous inquiétez pas, on va avancer ensemble et ça va aller. Donc en consultation, ce monsieur va pouvoir dire à sa femme en fait qu'il n'est pas heureux dans sa vie. Non pas qu'il n'est pas heureux dans son couple, mais il n'est pas heureux dans sa vie. Ils ont acheté là dans cette zone, ils ont acheté un terrain, ils ont fait construire une maison, il s'est beaucoup investi avec ses beaux-parents pour faire une piscine, une pool house. C'est toute la réussite qu'ils auraient pu rêver tous ensemble. Sauf qu'en fait ça ne le satisfait pas. Et il sait qu'en annonçant ça à sa femme, ça va être la catastrophe. C'est vraiment très difficile pour elle de comprendre que là, on a tout, c'est bien. Il a envie de déménager. Catastrophe, il a envie de déménager à 15 km de là, sur la côte. Alors forcément, comme c'est beaucoup plus cher, ça supposera des réaménagements, peut-être qu'il n'y aura pas une piscine. Mais ça, c'est très difficile pour madame d'envisager ça. Et comme il savait que c'était très difficile, qu'il n'a jamais pu le dire en fait, il n'a jamais pu parler de ce projet. Et il va aussi évoquer d'autres difficultés qu'il y a eu. Voilà, les choses vont sortir. Et donc je vais les voir 2-3 fois en consultation. Ça va être si difficile pour madame d'envisager ce changement qu'elle va même se poser la question à un moment donné, est-ce que finalement il ne faudrait pas divorcer et garder la grande maison, ou est-ce qu'elle veut rester avec monsieur pour un nouveau projet ensemble? Elle va plutôt bien sûr choisir elle va choisir parce qu'ils ont beaucoup d'amour l'un pour l'autre, ça va leur permettre d'échanger sur leurs besoins, sur elle ses besoins de sécurité, lui ses besoins de projet. Et peut-être
madame va me dire, mais est-ce qu'on doit ne pas revoir Heidi? Et puis finalement, de lui-même, les symptômes d'Heidi vont s'estomper, vont disparaître, et donc ça restera un enfant de 9 ans qui des fois ne veut pas faire ce qu'on lui demande, et c'est tout à fait ok. Mais ça va être vraiment en adressant ce problème qu'il y avait au sein du couple parental et conjugal que ces problèmes vont s'estomper. Donc, le symptôme il peut être à la fois donc, un facteur un révélateur de la crise latente, mais également ça peut être un symptôme qui a donc, une fonction homéostasique, donc une fonction d'équilibre. Et moi je pensais plutôt que avant de préparer cette présentation, je m'étais dit finalement, Heidi elle apportait un peu la voix de son père. C'est elle qui faisait la grosse voix, qui disait les gros mots. Elle arrivait à dire d'une certaine façon tout ce que son père n'arrivait pas à dire. Et je pensais plutôt que c'était un révélateur de la crise en cours au sein de la famille. Et puis finalement, je peux me dire aussi que finalement, Heidi, si elle avait continué à être le symptôme de la famille, elle aurait continué à attirer l'attention sur elle, et que peut-être il n'y aurait jamais eu de déménagement, et que cette crise dans laquelle entrait la famille avec ce déménagement, voilà, peut-être qu'il n'aurait pas eu lieu, mais il y aurait eu beaucoup plus de difficultés, elle aurait été peut-être avec des difficultés sur le long cours beaucoup plus importantes. Donc ça avait aussi peut-être une fonction homéostasique. Voilà. Après on pourra poser des questions ou échanger. Je vais vous tenter maintenant une deuxième situation, qui est celle de Joseph. Là, c'est une mère qui appelle la collègue psychologue en disant voilà, Joseph est très triste. J'identifie sa tristesse au départ de mon compagnon. Je me suis séparée quand il avait 5 ans, j'ai rencontré quelqu'un d'autre, on a vécu ensemble pendant 6 ans, et mon compagnon et moi, on ne s'entend plus, il est parti, et c'est depuis que Joseph est en difficulté. La psychologue a de suite envoyé la personne pour que je la rencontre. Et je vais rencontrer une famille où il y a beaucoup de capacités d'échange, de partage émotionnel, de verbalisation. Et donc ça va un petit peu m'interroger comment ça se fait que dans cette famille, il y a eu des difficultés pour Joseph. Hein, c'est difficile, un beau-père qui s'en va, avec qui on a vécu longtemps. En plus, il est parti physiquement le jour où il était en week-end chez son père. Donc quand il est revenu, il n'était plus là. Il ne lui a pas dit au revoir, donc c'est vraiment une perte importante. Mais je me dis, mais il se passe quelque chose, il se passe sûrement autre chose qui permet de comprendre cette difficulté-là. Et donc, c'est sûrement pas dans cette famille horizontale, hein, j'ai appris des mots pendant le congrès avec Serge Effès, c'est sûrement au niveau vertical, dans l'histoire de la famille, qu'il doit y avoir des pertes. Et donc, on va travailler tout de suite en séance sur le génogramme de la famille. Alors j'ai un paperboard et je vais proposer à Joseph d'être celui qui dessine, parce que j'aime bien montrer qu'on travaille ensemble, on co-construit. Je ne suis pas celle qui sait, et ils ne savent pas, on travaille ensemble, on réfléchit ensemble, on fait des hypothèses. Et donc le fait qu'il soit debout, participatif, à écouter sa maman, ça montre aussi qu'il y a une dynamique. Et déjà lui, qui est arrivé tout comme ça, là, ça l'a bien bougé. Et donc, il va faire le génogramme de la famille. Et madame va raconter, donc Joseph est en bas, la petite carré entourée, qu'en fait elle a perdu très jeune, elle avait 4-5 ans, elle a perdu sa mère. Ça a été une énorme perte pour son père, qui ne s'en est jamais vraiment remis. Et donc ce monsieur, donc en haut à gauche, il a toujours cherché à remplacer cette femme qu'il aimait, et il a épousé des femmes qui lui ressemblaient physiquement, et qui trouvait un peu le même modèle. Il l'a rencontré, il l'épousait. Forcément, comme ce n'était pas le même modèle, au bout d'un moment, ça n'allait pas. Il la quittait, il en épousait une autre. Vous avez vu donc 1, 2, 3, 4 femmes successivement. Donc on peut vraiment dire que ce monsieur n'a jamais fait le deuil de son épouse. Alors, dans une famille où on n'a pas su faire le deuil à un moment donné, Joseph, il est aussi digne héritier de sa famille, hein, il a eu plein de ressources qui lui viennent de cette famille, mais il est aussi venu cette difficulté à dépasser la perte. Et le grand-père est lui-même décédé il y a 2 ans, et on va évoquer ça en séance. Ça va faire pleurer Joseph, qui est quelqu'un de très sensible, un garçon très sensible.
Madame va pouvoir dire que ça a été aussi finalement, aujourd'hui elle est contente de penser que son père a retrouvé sa mère, c'est quelque chose qui va finalement lui fait, la réconforte un peu dans ce deuil. Mais voilà, donc cette perte qui n'avait pas eu lieu, avec ce grand-père donc toujours tourné vers cette femme qui est disparue. Alors, je vous invite, vous connaissez peut-être à lire Le deuil impossible d'Edith Goldbetter, donc cette histoire du tiers pesant, donc la place vide, la personne qui est partie et qui n'est plus là. Et suite à cette séance, Madame va m'appeler rapidement et me dire que Joseph va beaucoup mieux, qu'il a retrouvé sa joie de vivre et qu'il est bien. Donc on va se voir une dernière fois, bon, c'est vu 2 fois. On va se voir une dernière fois pour travailler ensemble sur un petit peu l'histoire de la famille du père de Joseph, où il y a très peu de connaissances, très peu d'informations qui passent. Je pense que Joseph, à un moment donné de sa vie, aura aussi besoin d'échanger là-dessus, mais bon, c'était pas à l'heure du jour. Aujourd'hui, la demande, c'était qu'il aille mieux et il allait mieux. Et on va finir par un blason familial, parce que je trouvais ça intéressant qu'ils puissent repartir avec quelque chose qui soit un peu... qui leur fasse du bien, qui les accompagne pour la suite. Donc, l'idée du blason, ici, j'ai réécrit un peu ce qu'il m'avait écrit. Donc, l'idée, c'est un objet flottant qui a été développé par les Vénérés et Philippe Caillet, qu'on trouve dans leur livre sur les objets flottants. Vous proposez, alors, ce qui est en rouge, c'est moi qui l'ai écrit, et les petits numéros aussi. Vous commencez par demander aux gens une représentation de la famille. Donc là, c'est une famille de bâtisseurs, donc ils ont fait quoi? Je propose à chacun de faire le blason, et ensuite, donc je fais la même chose si c'est toute une famille, ou là, ils étaient tous les 2, et ensuite, on met en commun. Et donc, ils ajustent, ils collaborent pour mettre ensemble ce qui leur paraît intéressant. Donc voilà, c'est une espèce de hache, une hache avec des clous, il y a un côté dans la famille, on bâtit. Ensuite, on parle du passé. Quelles sont les ressources du passé? Donc, c'était tous les membres de la famille, donc les petits dessins qu'ils ont faits. Ensuite, en bas, quelles sont les ressources du présent? Donc, le rire, la musique, la maison. Joseph, il a dit les doudous. Et ensuite, quelles sont les ressources pour l'avenir? Quelles sont les missions personnelles et familiales pour l'avenir? Donc, il parlait de transmettre, de vivre, de protéger. Et pour finir, donc la devise qu'ils ont co-construit ensemble. Madame est thérapeute, fait des massages, et donc c'était aider en se construisant. Hyper élaboré dans la famille. Donc, voilà. Et donc ils étaient aussi très contents d'avoir fait ça ensemble, et ils repartaient avec leur blason chez eux. S'il y en a que ça intéresse, je peux vous faire circuler le blason. Ok, donc une troisième situation et dernière situation. Là, c'est donc le médecin qui connaissait la famille et qui a trouvé que le garçon qui avait 12 ans n'était pas bien depuis le divorce de ses parents. Donc le médecin a orienté la famille vers la psychologue et qui a rencontré, puisque c'était le médecin qui l'avait dit aussi, donc toujours c'était lui qui avait fait la demande, qui a rencontré donc la mère et le fils et qui les a orientés. Madame au téléphone m'a dit que son fils était très timide, que chez la psychologue ça n'était pas très facile parce qu'il avait du mal à parler. Et par contre elle était prof de français, elle parlait très bien, elle était très à l'aise. Donc je me suis dit, bon, il faut que je trouve en séance un moyen de rendre les choses plus faciles pour Émile. Afin qu'il soit sur un terrain plus neutre, qui n'est pas forcément le terrain des mots, qui est mon domaine, le domaine de sa mère, mais un autre domaine. Donc dans ce cas-là, j'ai utilisé la malle au bouton de couture. C'est un objet flottant que j'ai développé. En fait, j'utilise donc une malle avec des boutons, et donc je propose à l'enfant de raconter sa famille avec les boutons de couture. Il doit choisir un bouton pour chaque membre de sa famille, et les distances sur le tissu bleu là, que je propose figurent les distances entre les personnes. Le garçon, il s'est tout de suite pris au jeu, il s'est tout de suite mis en mouvement.
il a pu raconter facilement son histoire grâce à ce média. Et c'est aussi un média très intéressant parce qu'on évoque très vite les émotions, on est très vite dans le champ des émotions. Hein, quand un enfant choisit un bouton, moi je pose des questions. Ah, comment il est ce bouton? Ah ben j'ai pris du cuir parce que c'est comme mon grand-père, il est habillé comme ça, et puis ça j'ai pris, j'ai pris quelque chose de coloré parce que ma grand-mère, elle est souriante, elle est colorée. Et on est dans le champ de l'émotion, et en plus comme on est penchés tous comme ça sur une petite table, ça fait plus appel aussi à cet endroit-là du corps, hein, qui est l'émotionnel. Donc Émile présente ces boutons. Bien sûr, c'est une reconstitution. Aucun bouton n'a été maltraité pendant la séance. Et les petits papiers, c'est moi qui les ai mis pour faciliter. Il présente ça, et madame à côté de moi, à un moment donné, me fait des gros yeux comme ça, et je comprends qu'il se passe un truc bizarre, mais moi j'étais tellement en train d'écouter Émile que j'ai rien remarqué de curieux. Je mets un... Et en fait, ce que présente Émile, il présente les grands-parents à côté de lui, hein, papy, mamie, les grands-parents paternels, hein, les parents de papa, qui sont à la fois ensemble, vous voyez, papy, mamie, sont ensemble, et qui ont à la fois des conjoints, qui sont polygames en fait. Hein. Sauf que moi, il m'expliquait ça tellement tranquillement que j'ai pas remarqué quelque chose de singulier. Quand ce fut le tour de madame de présenter, alors je fais la figure du présent, la figure du passé, donc avant que le problème pour lequel ils viennent consulter ne survienne, hein, ça permet de savoir comment c'était avant, comment ça fonctionnait, et ensuite je propose la figure du futur. Bien entendu, la plus souvent, si les personnes viennent en consultation, c'est qu'il y a une difficulté autour de ce changement. Souvent, la figure du futur, elle est difficile de penser, elle est difficile à imaginer. Mais souvent, le problème fige le temps et le futur est un peu impensable. Hein, donc, c'est aussi un travail sur comment, pour être le futur, comment se détacher de ce présent trop figeant pour aller vers un futur. Madame, c'est son tour de faire. Alors, bien sûr, vous savez, Émile est très contente. Ah, vas-y, va voir, qu'est-ce que tu vas choisir, comment tu vas faire. Là, il est à fond dans la séance. Et donc, c'est à son tour de pouvoir expliquer. Donc, madame, c'est moi, elle explique comme ça. Elle explique en fait les parents de son ex-mari sont séparés. Et ils sont séparés depuis longtemps. Et ils ont des conjoints. Et elle lui dit, mais tu sais bien... Ginette et Jacques, les conjoints de Papou et Mamou. Ah oui. Et donc, on parle de ce divorce des parents d'Émile. Et Émile dit, mais papa, il m'en a jamais parlé. Il ne m'a jamais raconté, comment ça lui faisait. Et donc là, on fait ensemble l'hypothèse que c'est très difficile pour Émile d'accepter, de dépasser le divorce de ses propres parents, puisque son propre père n'a toujours peut-être pas, le terme vient, encaisser le divorce de ses parents à lui. Et donc j'invite madame à imaginer s'il était possible d'inviter monsieur en séance pour échanger avec Émile sur le divorce de ses parents. Monsieur sans madame, hein, puisqu'on ne va pas remettre le couple conjugal en place puisqu'il s'est séparé. Ça ferait penser aussi à Émile que ça peut continuer à exister. Donc, vraiment. Et effectivement, madame va parler avec son ex-conjoint et il va accepter de venir. Moi, j'ai trouvé ça formidable parce que venir chez la thérapeute qui a choisi votre ex-femme avec qui vous êtes plutôt en conflit, j'ai aussi pu connoter très très positivement à Émile le fait qu'il y avait vraiment des parents qui avaient envie de l'aider et d'avancer. Et que j'ai même proposé à madame de payer la séance à monsieur puisque c'est elle qui l'invitait en séance. Et donc monsieur va venir. Oui, donc ça c'était un détail. Donc effectivement, ils ont des compagnons. Et donc en séance, il va pouvoir parler du divorce de ses parents. Et il va pleurer. Ça va être très, très, très émouvant. Il va dire, moi j'ai 40 ans et je ne suis toujours pas faite. Et donc, Émile va être très empathique, proche de son père, et ils vont pouvoir échanger. Je vais raconter à monsieur quand est-ce qu'il a su, c'était dans la voiture, on lui a dit, il était comme ça, etc. Donc,
effectivement, Amy, moi je me dis que ça doit être très difficile pour toi ce divorce, comment vous avez fait monsieur, comment vous avez pu... Voilà. Et donc ils vont échanger ensemble, ça va être une séance très, très émouvante, très forte. Et suite à cette séance, madame va m'appeler pour me dire que Amy va mieux et que, bon, elle pense que pour l'instant, il n'y a pas de nécessité d'aller au-delà de cet accompagnement-là, que bon, elle sait où je suis et que si nécessaire, ils peuvent venir me voir. Voilà. Donc c'est vrai que les boutons couture, ça a permis de voir dès le départ cette idée de la réalité de Amy, qui était que ses grands-parents n'étaient pas divorcés. Je lui ai fait faire aussi en séance un génogramme, et donc je leur explique, hein, ils font co-thérapeute, les ronds c'est des femmes, les carrés sont des hommes, et puis donc ils dessinent, et je lui dis, quand on est séparés, c'est 2 barres sur... donc il va faire les 2 barres, et ça aussi symboliquement, c'est inscrire dans un signe cette séparation, la séparation de ses parents là-haut, et la séparation de ses grands-parents là-haut, et la séparation de ses parents aujourd'hui. C'est aussi des choses qui sont marquantes comme ça en séance, de symboliquement noter ce qui a eu lieu. Donc cette importance toujours du récit, du partage, de la transmission dans les familles. Ça s'est fait, là visiblement ce papa n'avait jamais pu partager avec son fils, donc souligner cette importance de la narration. Donc cette idée que, effectivement, celui qui souffre, il souffre d'une certaine perception de la réalité. On le dit ici Václavic, hein, donc celui qui souffre mentalement ne souffre pas de la réalité réelle, mais de sa conception de la réalité. Donc je trouve que souvent des outils comme les objets flottants permettent d'accéder plus facilement à la conception de la réalité de la personne. Et la dernière là. Et donc effectivement, pour qu'une intervention puisse modifier un système, il est intéressant que tous les membres de ce système y participent et puissent changer leur vision. Et c'est pour ça que c'est intéressant de faire cette passerelle entre ma collègue qui reçoit plutôt les gens individuels et ma pratique en collectif, parce que grâce à ces séances plus collectives, c'est tout le système qui peut changer de vision à un moment donné. Parfois, ça peut être l'inverse, ça peut être, ma collègue elle est donc thérapeute de EMDR, il m'arrive de faire appel à elle pour un travail en EMDR avec un des membres de la famille qui a vécu un trauma. On fait parfois des co-thérapies, pas souvent, hein, parce que quand elle m'envoie quelqu'un, elle perd un client quand même. Hein. Donc, voilà, c'est aussi accepter que... et quand on fait des co-thérapies, par exemple, si c'est le EMDR, moi je ne me fais pas payer. Une consultation coûte 50 €, on ne peut pas demander 100 € pour 2 thérapeutes à une famille. Donc, on fait ça parce qu'on a envie d'accompagner les familles, on le fait comme ça. Bon, pour finir, donc juste, les belles marionnettes sont de Sophie Guédot. Et voilà, je vous invite, si vous voulez, à travailler sur les objets flottants. Je suis membre du CERAS, Centre d'études et de recherche sur l'approche systémique, qui était initialement depuis les années 80 à Grenoble, et on a ouvert une antenne sur les Pyrénées Atlantiques et on fait des formations sur les objets flottants. Voilà, je vous remercie.